Je tiens à m'excuser car ce mois-ci, je n'ai pas vu beaucoup de films et de séries. C'est ma faute. Ce mois-ci était sorti le DLC de Shadow of the Erdtree Elden Ring et je me suis refait une partie. Ça m'a pris 90 heures avec le DLC. Donc forcément, j'ai pas vu grand-chose. Salut à tous, ici Reg. Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des films et des séries que j'ai vus au mois de juin 2024. J'ai vu 15 films. On va pas parler de tous les films évidemment. J'exclus ceux que j'ai traités en critique et j'exclus aussi ceux que je vais bientôt traiter en vidéo dédiée. Car oui, pour ceux qui se demandent, il y aura une vidéo sur toute la saga X-Men et sur toute la saga Alien. Donc ça, je vais pas en parler ici, ce sera deux grosses vidéos qui viendront plus tard. On va y aller dans l'ordre de visionnage, sans spoiler, et je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis sur les œuvres que vous avez vues. Premièrement, je me suis préparé à la sortie de Bad Boys 4, j'en ai fait une critique en me rematant toute la trilogie. On commence avec le premier évidemment, le premier film de Michael Bay tout de même, et on reconnaît déjà la patte Michael Bay, hein. C'est un film qui fait très publicité, avec son style très classique de musique, de montage, de mouvement de caméra. Ça se voit clairement que c'est le début, parce que si t'as vu les films de Michael Bay d'après, tu vois clairement que là il tente plein de trucs, mais ça reste un petit peu timide vu son style. Parfois il fait dans la facilité, parfois il fait des choses assez simples, mais parfois il a aussi des idées. Il arrive surtout à iconiser les personnages avec ce plan culte évidemment de Bad Boys, mais comme tous les films de Michael Bay, c'est un film sur l'Amérique aussi, et l'Amérique est montrée de toutes ses couleurs. Il en fait des caisses, alors pas assez contrairement aux films qui sont sortis après, mais tu vois qu'il s'amuse avec le concept du buddy cop show. C'est une comédie d'action assumée, jouissive et kitsch. C'est clairement un film bonne vibe. Alors je critiquerai un peu le fait que le film est un peu trop long, le rythme est un peu inégal, je trouve, et beaucoup de l'humour est répété et pas très drôle à certains moments. Et encore une fois, je suis conscient que l'humour c'est subjectif, mais c'est l'alchimie du duo qui est géniale. T'as l'impression de les connaître depuis des années et t'adores les suivre. Ils ont le droit à leur développement qui est plutôt efficace, on s'attache à eux. Oui, certaines situations sont un peu grotesques et parfois le film a du mal à trouver son ton entre la comédie et l'action. C'est un bon début de carrière et même si le film est un peu moins bien que dans mes souvenirs, ça reste très fun et je peux le conseiller. Et puis évidemment, du coup, j'enchaînais avec le deuxième, et le deuxième, c'est le summum de Bad Boys, j'ai envie de vous dire, hein, de loin le meilleur de la saga. C'est clairement un plus gros film avec des visuels plus maîtrisés, que ce soit en termes de mise en scène, en photo, et des mouvements de caméra bien plus Michael Bay-esque. Je trouve que la tonalité est plus équilibrée parce qu'il va vraiment à fond dans son délire, il pousse vraiment le kitsch au maximum et il s'amuse. Là où le premier, il y avait un peu quelques problèmes de tonalité. Là, c'est carrément assumé. C'est assez intelligent, mine de rien, même si les situations peuvent sembler assez bêtes. Beaucoup de personnes trouvent que c'est un film plus décérébré, mais je suis pas d'accord avec ces définitions parce que justement, c'est pas parce qu'il y a des trucs un peu foufou, entre guillemets, un peu grotesques que c'est décérébré. Je trouve le film vraiment intelligent dans ce qu'il fait, de la manière dont c'est filmé, la manière dont il développe ses personnages. Toutes les séquences d'action sont bien plus énormes, plus puissantes, il y a plus d'émotions aussi dans le film est plus drôle. Je dis pas que l'émotion est toujours réussie, ça passe ou ça casse pour beaucoup de personnes, pour moi c'est assez mitigé. Et parfois le sérieux qui remplace certains moments de kitsch, c'est un peu raté aussi parce que le film n'assume pas toujours le fait d'être 100% kitsch, mais les moments de kitsch sont bien. Et justement, lorsque le film est sérieux, Michael Bay, j'ai l'impression, il se retrouve un peu moins dans sa mise en scène, mais quand c'est l'action fun, là il est au sommet de son art, disons-le. Ça fait plus penser à du Tony Scott ou du Michael Mann à certains moments, et c'est là que je trouve que le film est un peu moins bien. C'est justement lorsque c'est du Michael Bay que c'est génial. Et puis honnêtement, les 2h26 sont clairement longues, on les sent passer, mais le climax rattrape carrément ça, et au fait, toutes les scènes d'action sont vraiment incroyables, il y a plein de séquences mémorables, visuellement prenantes, hyper divertissantes, c'est clairement maîtrisé. C'est pas parfait, loin de là, mais c'est pour moi le film le plus mémorable de la saga, et là, Will Smith, il est vraiment au sommet de son art. Quel plaisir de le voir ici, et même si je l'ai revu un peu à la baisse aussi, ça reste tellement un bon moment, et vous allez uniquement vous rappeler des séquences les plus incroyables, comme le début qui est assez mythique. Si vous avez jamais vu les deux premiers Bad Boys, honnêtement, il valent le détour. Et c'est là que j'ai découvert Bad Boys 3, que je n'avais pas vu auparavant, pour voir du coup le quatrième, et c'est le moins bon de la saga, le plus oubliable, le moins intéressant. On a clairement changé de réalisateur, et on voit que les réalisateurs ici, ils voulaient faire du Michael Bay, et ils n'ont pas eu leur propre style. Ce qui est un petit peu dommage, parce que dans le quatrième, les réals, qui sont d'ailleurs belges, hein, big up à mes abonnés belges, et à eux d'ailleurs, ils ont essayé de garder l'identité visuelle de Bad Boys avec le côté Michael Bay, et ça rate un petit peu. On est vraiment face à un Michael Bay de Wish, chose qu'ils ont clairement abandonné dans le quatrième film, hein, plus ou moins. Ils étaient bien plus libres, et t'as l'impression qu'ils ont plus imprégné leur style, plus qu'autre chose, à l'œuvre. C'est pour ça que le quatrième, ils expérimentent beaucoup, et là, le troisième, beaucoup moins, et ça se ressent. C'est vraiment un film plus timide, plus oubliable dans l'histoire aussi, au final, hein, chose qu'ils ont rattrapé avec le quatrième, et du coup, t'as quand même besoin de voir le troisième pour le quatrième, mais ils ont vraiment du mal à retrouver l'énergie des deux premiers ici, chose qu'ils ont encore une fois retrouvée dans le quatrième, donc c'est bien, ils ont compris les erreurs du troisième, et on est beaucoup moins dans cette fresque de l'Amérique comme les deux premiers films. Bon, c'est un choix, c'est différent, très bien. C'est un peu timide aussi, je trouve. Je pense que pour les nouveaux arrivants, ça peut clairement te perdre dans la saga, mais c'était une bonne tentative pour des réalisateurs qui venaient d'arriver à Hollywood, d'ailleurs, et qui ont appris de leurs erreurs par la suite, en faisant ici un film efficace, sympa, fatalement oubliable, mais encore une fois, le quatrième est beaucoup mieux, et ils ont compris qu'ils devaient un peu plus s'imposer. Mais lorsque les gens feront en marathon
marathon de la saga, ça m'étonnerait pas que les gens sautent ce film. Non pas qu'il est mauvais, il reste divertissant, ok passable, mais personne va s'en rappeler. C'est clairement le plus oubliable de la saga, mais c'est vrai qu'honnêtement, c'est pas le genre de film que j'ai envie de revoir dans ma vie. Alors là, j'ai vu The Watchers et je voulais en faire une critique à la base. Vraiment, je voulais parler de Watchers en critique à chaud. C'est le nouveau film de Shyamalan, alors non pas M. Night Shyamalan, mais de Ishana Shyamalan, qui est donc sa fille, et je voulais en parler, vraiment. Je voulais faire une critique à chaud, j'étais chaud, mais j'ai vu le film, et ça va facilement rentrer dans le top des pires films de l'année. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve perdue dans une forêt et tombe dans une pièce dont l'un des murs est une énorme vitre, et durant la nuit, des créatures regardent tous les gens qui sont perdus dans la forêt et donc dans ce bâtiment pour se protéger, et c'est catastrophique. Vous savez, lorsque Shyamalan il fait des films pourris, bah oui, ça arrive, il en a fait quelques-uns, et bien là, c'est sûrement le pire film de tous les Shyamalan. Mais c'est pire que Avatar pour moi là, vraiment. C'est une énorme bouse. Vous savez, c'est un film Shyamalan, donc il y aura forcément un twist dans le film, et je vous jure, vous devinez le twist à la deuxième scène. Il y a une caractéristique d'un personnage principal qui est tellement évident et obvious, et tu sais que c'est Shyamalan, et du coup, tu reconnais le twist à des kilomètres. Mais bon, à la limite, si tu connais le twist et tu vois les indices depuis le début, ça peut être sympathique, mais c'est un enfer. The Watchers ou Les Guetteurs en français, c'est vraiment ce qu'on fait de pire dans le genre. Ça essaie de te la jouer thriller et fantastique à la fois. C'est pas moche en soi, mais c'est pas beau non plus. Mais il n'y a aucune idée de mise en scène. Il n'y a rien d'intéressant et ça va te bombarder d'expositions durant toute la durée du film. Heureusement qu'il dure qu'1h30, je crois. T'apprends de nouvelles choses tout le temps par les personnages qui te le disent à haute voix. Tu ne vois rien par les mises en scène. Il n'y a pas de stress, pas d'angoisse. Il y a peut-être un peu de mystère par rapport aux créatures, mais lorsque tu les vois, bah, tu sais très bien ce que sont les créatures, à quoi elles ressemblent. C'est tellement évident, en fait. Alors oui, c'est un petit budget, très bien, mais normalement, t'as des idées de mise en scène, même avec un petit budget. Là, c'est pas le cas. Du coup, ils ont joué la case scénario à fond, c'est adapté d'un livre, et honnêtement, ça donne pas envie de lire le livre, parce que l'histoire, là, est horrible. On te prend clairement pour un débile. Si vous avez déjà vu des films fantastiques du genre, c'est genre l'un des pires que vous allez voir. Les personnages sont débiles, sont détestables. Encore une fois, le film passe tout son temps d'écran à l'image à t'expliquer le scénario, et c'est juste pas possible, ça. Il y a rien à dire de bien dessus. Vraiment, même les acteurs, t'as l'impression qu'ils en ont rien à battre. C'est un enfer d'1h30, c'était affreusement long. Je suis très content d'être sorti de la séance en me disant que j'ai pas besoin de faire de vidéo dessus parce que c'était mauvais et je ne peux inciter personne à regarder ce film. Le temps l'oubliera. D'ailleurs, je pense que les gens l'ont déjà oublié, hein, ceux qui l'ont vu, parce que c'était vraiment pas bien. C'était interminable et vraiment nul. Ensuite, j'ai vu un film qui est extrêmement attendu et moi aussi, je l'attendais beaucoup. C'est Love Lies Bleeding. C'est l'histoire de deux femmes qui tombent amoureuses. L'une s'occupe d'une salle de sport et l'autre est une bodybuilder assumée et leur histoire d'amour va mal tourner. Entre histoire de gang, amour un peu charnel, dévastateur et addiction aux produits dopants pour bodybuilder, d'où le titre, hein, Love Lies Bleeding. Vous allez avoir tout ça dans le film, c'est 3 mots. Et je suis un petit peu déçu, honnêtement. Je comprends que des gens puissent clairement adorer ce film. Je pense qu'il va finir dans le top de beaucoup de personnes. J'aime beaucoup voir justement ces œuvres dans une Amérique un petit peu oubliée, presque rurale. Faut comprendre que c'est un film sur l'addiction. L'addiction qui est représentée souvent par le rouge à l'écran. Et au fait, ce qui est intéressant, c'est que l'addiction vient de tous les points de vue. L'amour, les produits dopants, la violence, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein d'addictions de plein de personnages différents et le rouge le montre vraiment dans l'œuvre. Quand vous voyez le rouge partout, vous comprenez un peu le symbole de l'addiction et il y a un côté très sensuel à l'œuvre qui est cool, mais je trouve que c'est un petit peu la seule idée. C'est-à-dire que ce rouge qui est montré, c'est tout. C'est genre la seule idée. Ok, rouge égale addiction égale pas bien. Donc je trouve que ça manquait de subtilité, d'intelligence. C'est un film très simple au final. Alors oui, on va dire que la fin ose aller un peu plus loin, d'accord. Je trouve qu'elle est ratée pour le coup. Je trouve que le film là à la fin surtout te prend encore plus pour un con que tu l'étais déjà avant lorsque tu le regardais. Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense qu'un film qui était aussi bien léché visuellement et qui était aussi prenant par le jeu des acteurs, surtout l'actrice hein, qui a joué dans quelques séries auparavant, qui est vraiment douée, Katie O'Brien, elle s'appelle. Bon, même si j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai pas été happé. C'est ça le problème. On dirait un film des frères Cohen, mais en version cheap et moins bien et plus oubliable. Pourtant, il y a des acteurs que j'aime bien, Kristen Stewart, Ed Harris. Et Kristen Stewart, je suis désolé, c'est l'un de ses pires rôles pour le coup. Elle joue vraiment mal, je trouve. Je les adore vraiment, mais alors là, ça passait pas du tout. Enfin, j'exagère quand j'y passais pas du tout parce que ça allait, c'était divertissant, c'était sympathique. Et il y a des séquences vraiment qui jouent sur l'Amérique oubliée, que j'aime bien, mais en même temps qui sont assez nanardesques, qui t'arrivent pas à les prendre au sérieux. Il y a certaines séquences, je sais pas si j'étais censé rigoler ou le prendre de manière très dramatique. Et dans la salle, c'était un petit peu pareil, les gens faisaient pas trop rigoler, t'avais l'impression. Et puis fatalement, elle manque d'alchimie et le film allait un peu trop vite. J'aurais même posé un peu plus dans l'ambiance, avec les personnages, dans cet univers. Et encore une fois, je comprends tout à fait que des gens vont complètement adhérer à l'œuvre et l'adorer, ça va finir dans des tops, c'est sûr, mais moi j'étais vraiment imperméable au truc. C'est un bon film, c'est un bon moment, mais j'ai l'impression que vu le concept, vu l'histoire qu'il voulait raconter, il y avait moyen de raconter ça de manière plus intelligente, plus prenante et surtout je jouais un petit peu mieux. Donc personnellement, je suis désolé, mais j'étais un petit peu déçu, mais voilà, je peux le recommander. Je pense que ce genre de film, vous devez vous faire
faire votre propre avis dessus. Moi, j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus adoré, et je pense que beaucoup vont adorer, vraiment. Ou alors beaucoup vont détester aussi. Pour me préparer au nouveau film de Yorgos Lanthimos, on en parle juste après, j'ai vu Dogtooth, ou Canine en français, que je n'avais jamais vu. Dogtooth, c'est l'un des premiers gros films de Yorgos Lanthimos, c'est vraiment ce qui l'a rendu célèbre. C'est l'histoire d'une famille avec plusieurs enfants, je dis bien enfants comme ça parce qu'en fait ils sont pas du tout des enfants, mais ils sont traités comme des enfants. Et c'est une famille dans laquelle le père domine la famille et inculpé aux enfants une manière très particulière de vivre. J'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est un film qui est super intéressant et qui parle de beaucoup de choses et j'ai pas envie de vous spoiler qu'est-ce qu'il a inculpé aux enfants, mais disons que c'est un film qui parle beaucoup, comme tous les films de Yorgos Lanthimos d'ailleurs, en tout cas tous ceux que j'ai vus, d'emprise et de manipulation. C'est la manière dont les gens peuvent te contrôler et à quel point tu deviens accro à leur contrôle. Et là on est un peu face à un syndrome de Stockholm dans ce film, et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un film d'1h30, court pour le coup, grec, parce que Yorgos est grec, qui va vraiment plonger dans la manière dont l'emprise fonctionne. Donc au début, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu dis, ok, c'est un film à petit budget, filmé à un seul endroit, dans une sorte de maison. Il y a des interactions étranges avec les différents acteurs et personnages. Il y a beaucoup de sexe pour le coup. C'est un film aussi très charnel au final, mais c'est expliqué d'une manière assez particulière. Et ce qui est intéressant, c'est les dynamiques de pouvoir dans la famille et la manière dont elles évoluent, et surtout les petits détails. Comment la famille et les enfants surtout sont manipulés par le père. Et c'est là que je peux en révéler un peu plus, mais il y a plein de techniques, surtout de langage. Et la caméra va souvent montrer des personnages réagir à des tics de langage ou des mots de vocabulaire utilisés d'une manière différente. Et ça plonge dans la psychologie de l'emprise et comment elle est faite. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup aimé le film. Au départ, je dois vous admettre que je l'ai vu et j'étais un petit peu perplexe. C'est-à-dire que je ne sais pas trop de quoi le film avait parlé, entre guillemets. Je savais que ça parlait d'emprise et tout. Et plus j'ai réfléchi au film, plus je me suis posé des questions dessus, plus j'ai compris, on va dire, les détails qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que peut-être au premier visionnage, c'est peut-être un petit peu costaud, j'ai envie de vous dire. Mais après avoir réfléchi un petit peu, après même avoir revu quelques scènes, d'ailleurs, je vous conseille, le film prend un peu plus son sens. Il faut être concentré, mais tout est dans les petits détails. Et j'ai trouvé la fin assez géniale et j'ai trouvé l'ambiance et l'univers très particulier. Ça se joue sur ces enfants qui sont des adultes, sur l'alchimie de la famille qui rend bien foutue et le côté très bestial de la chose. Mais aussi, il y a un contexte, je trouve, alors peut-être j'extrapole ici un petit peu, mais c'est un film de 2009 en Grèce. C'était un peu le début de la répression du gouvernement sur le peuple et c'est un peu ce que tu ressens ici. Donc Canine, c'est vraiment bien, je ne peux que vous le conseiller, mais c'est très particulier, il y a moyen que vous vous fassiez carrément chier devant, mais ça dure 1h30 et je pense que vous n'allez pas l'oublier, vraiment. Parce qu'il est particulier, mais le message est vraiment intéressant et voilà, quand t'as pas beaucoup de budget, il suffit de bien filmer les choses, il suffit de bien diriger tes acteurs, il suffit d'avoir un scénario hyper intéressant et tu fais des films comme ça. Et maintenant je comprends pourquoi c'est le film préféré de beaucoup de personnes dans la filmographie de Yorgos. Et ensuite un autre film que j'ai revu au cinéma parce que maintenant j'ai pris, on va dire, l'habitude d'aller voir ou revoir d'anciens films au cinéma juste pour les voir en salle, chose que je faisais pas vraiment auparavant et j'ai un peu recommencé et du coup j'ai revu Chungking Express. Chungking Express, c'est le film de Wong Kar-wai, vous savez que j'aime beaucoup Wong Kar-wai, j'ai pas vu tous ses films pour le coup, j'y vais mollo, mais avoir revu Chungking Express au cinéma, c'était un vrai plaisir pour le coup. Alors Chungking Express, c'est un film assez court aussi, 1h40, qui parle d'histoire d'amour. Alors là, pareil, c'est très compliqué d'en parler sans vous spoiler, du coup je vais pas beaucoup en parler, mais c'est un film qui parle de différentes rencontres entre différents personnages à différents stades de leur relation amoureuse. Il y en a qui se sont fait quitter, il y en a qui redécouvrent un peu l'amour, il y en a qui deviennent un peu accro à cet amour, il y en a qui se laissent aller, il y en a qui tombent un peu en dépression, il y en a qui sont un petit peu rigolos, disons, dans leur manière d'approcher les choses, surtout par rapport à de l'ananas. C'est très dur d'en parler sans vous spoiler parce que je pense que le grand intérêt de Chungking Express, c'est le découvrir. Je peux juste vous dire une chose, c'est le meilleur film que j'ai vu le mois dernier, incluant les nouvelles sorties évidemment, et c'est un film absolument génial de tous les points de vue, que ce soit entre la mise en scène, encore une fois, il faut adhérer à Wong Kar-wai et son style slow motion très flou, mais il arrive surtout à mettre en avant des personnages, des acteurs, à comprendre leur charisme. On pense surtout à Tony Leung qui est là, qui est un favori de Wong Kar-wai. Ce qui est fort, c'est l'alchimie entre ce personnage-là, la manière dont il joue avec l'amour et la manière dont le film décrit l'amour. Alors vous savez, Wong Kar-wai, c'est un éternel romantique et c'est un film sur l'amour, c'est un film sur le romantisme, c'est un film sur les petits détails de l'amour. Le film est divisé en deux parties, donc ça peut paraître un petit peu bizarre au début. La deuxième partie est meilleure du film. La première partie, il y a trop de questions, tu comprends pas trop de quoi parle le film, mais quand tu finis le film, tu comprends vraiment comment ces deux parties sont liées et vous allez vous en rappeler parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper touchantes et romantiques et belles et c'est filmé d'une manière très unique et il laisse vraiment les acteurs interagir entre eux d'une manière très organique. T'as l'impression qu'ils sont en full impro à certains moments, c'est hyper bien joué. Si vous avez jamais vu de Wong Kar-wai, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée aussi. C'est un film qui est émouvant, qui est beau et voilà, ça parle encore une fois de l'amour impossible. Je vous laisse voir s'il est si impossible que ça. Il y a aussi comme d'habitude une fresque, on va dire, de cette époque et de cette ville et de ce pays, Hong Kong, hein, qui est bien représenté ici et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Foncez, faites-moi confiance sur le coup. Ça sera peut-être bizarre au début, mais vous allez clairement vous en rappeler.
croyez-moi. C'est là qu'on arrive au nouveau film de Yorgos Lanthimos. Alors à la base, pareil, je voulais faire une critique, mais du coup j'ai vu Kinds of Kindness et honnêtement, j'ai détesté. Ça va être qui tout double, je pense pareil pour ce genre de film. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. C'est simple, c'est l'histoire de 3 moyens métrages qui ont été collés bout à bout, avec les mêmes acteurs à chaque fois, qui jouent des personnages différents et qui ont la même thématique. Ces 3 moyens métrages, c'est encore une fois l'emprise, le contrôle sur quelqu'un d'autre, mais pas que. Et il y a un côté très, j'ai envie de dire presque fantastique au truc, mais pas trop à la fois. Ça dure 2h45 et j'ai détesté chaque instant. Les acteurs jouent super bien, pour le coup. Vraiment, je comprends pourquoi Jesse Plemons a gagné la palme d'interprétation à Cannes. Il fait un super travail, mais honnêtement, je sais même pas comment expliquer ma déception par rapport à ce film. Je me suis fait royalement chier. J'ai trouvé le message de l'emprise vraiment simple, peu subtil contrairement à ces autres films, je trouve, et d'une banalité assez forte. Pour moi, il n'y a que l'acting à sauver ici. Vraiment. Et tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'en fais une critique et tout? Bon, j'avais pas le temps, il y avait trop de trucs à faire. Et honnêtement, je me suis dit, j'ai rien à dire, quoi. J'ai tellement trouvé ça pénible et ennuyant. Et pourtant, je suis quelqu'un de facile, pour le coup. Je m'ennuie rarement devant les films. Mais alors là, je trouve qu'il y avait tellement peu de subtilité, qu'il en faisait tellement des caisses. En fait, tout ce que t'aimes chez Yorgos Lanthimos a disparu ici. Il n'y a rien de ce que t'aimes. C'est l'un des pires films de l'année me concernant. Et je suis allé voir un peu les notes, je suis un peu allé voir les critiques. Et c'est qui tout double. Vraiment, ou vous détestez, ou vous aimez bien. Je sors de sa période grecque un petit peu, du coup, j'étais prêt à ce genre de film. Le film te prend pour un débile. C'est un manque de subtilité fou. Et honnêtement, alors je vais dire un truc horrible, mais il aurait sorti ça en mini-série sur une plateforme, je trouvais ça ok à la limite. Un peu particulier, mais ok. Mais là, au cinéma, c'est pas digne du cinéma, si je puis me permettre. Encore une fois, bien sûr, je suis content de l'avoir vu en cinéma qu'à la télé, évidemment, mais c'est pas au niveau, quoi. Et comment tu sors de Pauvres créatures, qui était peut-être pas très subtil, mais assez profond, touchant et beau, à ça, quoi. Sincèrement, c'est une énorme déception. En plus, il aime bien les trucs un peu abstraits et tout, Yorgos, très bien. Mais alors là, je suis allé voir des critiques, j'en ai lu, j'arrive pas à être d'accord avec aucune d'entre elles. C'est ni assez violent, ni une comédie, ni romantique. J'ai pas trouvé ça beau, quoi. Il y a moins de scènes de sexe que dans son précédent film, très bien, il y en a genre 3 au lieu de 25, super. Mais je trouve que le film a pas marché. Parfois le film essaie de t'angoisser, parfois le film essaie de créer de la gêne, ça ne marche pas. Je suis resté complètement imperméable et pour moi c'est 2h45 de perte de temps. Je suis désolé, c'est comme ça. Je comprends que vous pouvez aimer ce film, ce n'est pas mon cas. Heureusement que les acteurs portent un peu le truc, mais j'ai pas été surpris par l'histoire, j'ai été surpris par rien du tout. Et je trouve qu'il s'est reposé sur ses lauriers d'une manière inintelligente. Et ça se voit que c'est un film qui a sorti vite fait entre 2 projets et qui pensait vraiment sortir en streaming avant que quelqu'un se dise ok, on va quand même le sortir en salle. Surtout après le succès de Pauvres créatures aux Oscars et tout. Bref, très dur à conseiller, voire impossible. Je suis désolé, c'était pas du tout pour moi. Mais s'il vous plaît, essayez de m'expliquer pourquoi vous avez aimé, parce que je ne trouve rien de bien dans le film. Vraiment. Contrairement à Dogtooth, c'est pas le film dont je vais me rappeler. Une fois vu, une fois oublié, et t'as pas du tout envie de t'y intéresser de nouveau. Et pour finir cette vidéo, la seule série que j'ai vue ce mois-ci, c'est Dark Matter. Pareil, je voulais en faire une critique à la base, mais il y avait trop de vidéos à sortir. Et puis j'ai vu la fin, et je me suis dit, bah en fait, ça mérite pas forcément une critique. Non pas que la série est pas bien et que la fin est pas bien, mais juste, il y avait pas grand chose à dire. Au final, ça raconte l'histoire d'un homme qui vit sa vie paisiblement. Tout va bien, avec son enfant, sa femme, avec son métier. Bon voilà, il y a quelques regrets dans sa vie, mais il s'en sort bien jusqu'au moment où il se fait kidnapper par une version de lui-même d'un autre univers et il se fait remplacer dans son propre univers. Donc c'est l'histoire d'un homme qui essaie de revenir dans son univers afin de retrouver sa femme et son enfant, et l'autre côté, l'homme qui l'a remplacé, qui essaie de faire genre que rien de bizarre s'est passé entre temps et que c'est le même homme. C'est une série intéressante de science-fiction sur Apple TV+, qui a un épisode pilote vraiment simple et basique, mais qui est hyper utile pour le reste de l'histoire, et lorsque le nouvel ennemi, disons, le remplaçant de ce Joel Edgerton du monde normal intervient, là l'histoire prend un tournant majeur et c'est là que ça devient intéressant parce que tu vas switch entre les deux univers et les deux personnages en sachant que c'est le même acteur et tu vas voir comment ils essaient de s'adapter à leur nouvelle vie. D'un côté l'homme qui est perdu, d'un côté l'autre qui essaie de se faire passer pour le même homme. Et donc il y a plein d'astuces de montage assez cool par rapport à une sorte de clic qui intervient de temps en temps et il y a plein de manières assez sympas de montrer les parallèles entre les différentes vies parce que c'est le but de l'histoire. C'est un récit sur les regrets, sur la vie qu'on aurait pu avoir, la manière dont on a envie de changer notre vie, la manière dont on aurait aimé faire les choses différemment. Bref, ça parle de ça. Et je trouve que c'est assez intriguant parce que d'un côté, vraiment, ce mec qui s'adapte, tu vois qu'il fait des erreurs et du coup la famille commence à se douter de lui et se méfier. Et l'autre côté, l'homme qui voyage à travers plusieurs multivers, disons, afin de retrouver sa famille. Et il y a un truc un peu psychologique, on va dire, par rapport à ça parce que tu voyages d'une manière assez spéciale dans ces multivers. Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais c'est plutôt bien foutu, divertissant, ça passe super vite et c'est plutôt bien joué. C'est surtout Joel Edgerton qui porte la série, même si évidemment Jennifer Connelly et autres. Mais plus t'avances dans l'histoire, plus forcément cet arbre de multivers s'étend et c'est là que la série
bah, perd un petit peu en intensité. J'ai trouvé la fin assez simple, elle en fait un petit peu des caisses. Est-ce que j'ai envie de voir une saison 2? Honnêtement, je sais pas, parce que c'est adapté d'un livre. Je sais pas si le livre se finit à la fin de la saison, ou s'il y a encore une suite, mais je dirais pas non une saison 2. Mais j'en ai pas besoin non plus. La fin me satisfait. Donc je trouve qu'il y a une bonne évolution de personnage, une bonne intensité de certaines scènes, des scènes assez stressantes. Vous attendez pas un multivers de malade, hein. Genre en gros, chaque univers est un petit peu différent. Genre les métiers ont changé, c'est un peu plus le futur, des maladies, des univers un peu plus écolo. Vous attendez pas à des trucs de fou, hein. C'est vraiment basique. Mais ça s'en sort plutôt bien, c'est plutôt bien fait en termes d'effets spéciaux aussi. Il y a quelques idées de mise en scène plutôt cool. C'est une série de science-fiction assez basique, mais divertissante, et qui plonge dans cette dynamique familiale et justement la psychologie d'un personnage via ses nombreux multivers. 9 épisodes, ça se regarde bien. Je sais pas si la fin va décevoir des gens ou pas. Honnêtement, je pense qu'elle passe et tout le monde aura peut-être cet avis. C'est pas si profond que ça, au final. C'est pas si subtil que ça non plus. Ça tape sur la tête avec ses idées, mais c'est bien. En termes de série de science-fiction, ça fait le taf. Est-ce qu'on s'en rappellera à l'avenir dans l'histoire des séries? Peut-être pas. Mais en tant que divertissement que je regardais tous les mercredis un épisode par semaine, ça donnait envie de continuer, ça tenait en haleine, il y a des bons cliffhangers, et c'est une bonne série qui, pour beaucoup de personnes, mérite des yeux. Donc si vous aimez la science-fiction, ouais, pourquoi pas. Mais ça montre encore une fois qu'Apple arrive à avoir un minimum de qualité dans ses séries. Et ça, c'est cool. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces œuvres. Les avez-vous adorées ou détestées? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.